Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être venue dans ce studio répondre à mes questions. Vous êtes la présidente du groupe Renaissance, le groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Vous êtes également députée des Yvelines. Et alors on a vu hier toute cette énergie pour contrer la loi Lyotte. Mais vous avez peur de quoi ? On a peur de rien, j'allais dire. On n'a surtout pas peur de la démocratie et du vote. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé, c'est des scènes assez ahurissantes. Forme d'intimidation, je ne parle même pas des hurlements, des cris, des tentatives d'obstruction qui étaient manifestes de la part de la France insoumise. Parce qu'en vérité, quand la démocratie parle, quand un vote a lieu, mais qu'il ne leur convient pas, alors ils considèrent qu'il n'y a pas de démocratie. C'est systématiquement ça avec les mélenchonistes. Quand la démocratie parle, mais ne va pas dans leur sens, Avec vous, il y a pas de ça vote, voudrait dire qu'il n'y a pas de démocratie. Mais nous, il y a eu un vote. Et la seule chose qu'on voulait hier, c'était pouvoir avoir un débat, espérer avoir un jour peut-être un débat serein sur la question des retraites à l'Assemblée nationale. On en a été privé pendant des semaines, vous l'avez vu, vous l'avez commenté très largement. Au Sénat, il y a eu un débat avec des points de vue qui étaient contraires, mais il y a eu un débat. À l'Assemblée, on ne peut pas dire qu'il y a eu réellement un débat, puisque du fait de l'obstruction, du fait de la manière avec laquelle il y a eu une tension permanente au sein de l'hémicycle, on n'a pas réussi à avoir une qualité de débat qui, à mon avis, était importante pour les Français. Je suis quand même hier, un peu on l'espérait, et hier, on a eu malgré tout, vous avez quand même dit cette phrase, Aurore Berger, là à l'instant, quand je vous ai dit vous avez peur de quoi, vous m'avez dit certainement pas de la démocratie et du vote. Non, encore heureux quand on est parlementaire. Encore heureux quand on est parlementaire, qu'on n'ait pas peur ni du débat, ni du vote. Mais il n'y a jamais eu de vote sur cette réforme des retraites, ça vous paraît pas un problème ? Mais attendez, déjà, si on veut refaire l'histoire, on peut le refaire encore et encore. Et on peut dans ces cas-là partir du point de départ, qui est une obstruction parlementaire massive, orchestrée, organisée, avec une intention qui a d'ailleurs été décrite et revendiquée par Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui était de dire il ne faut surtout pas voter, c'était le fameux article 7, c'est-à-dire il ne faut surtout pas voter le report de l'âge légal à la retraite. Nous avons dit quoi pendant ces semaines de débat, pendant ces longues heures de débat systématiquement ? Allons-y, allons au vote. Sachons concrètement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Aurore Berger, c'était l'occasion. Mais c'est ce qu'on a fait hier. Non, mais je veux dire un vote dans l'Assemblée, un vote dans l'hémicycle. Mais moi, je suis désolée, vous ne pouvez pas me demander à moi, qui suis députée, qui suis présidente du groupe Renaissance, de dire, écoutez, vous venez en commission des affaires sociales, mais vous ne votez pas selon vos convictions. Moi, j'ai voté, nous avons voté selon nos convictions. On n'allait quand même pas voter. On n'allait quand même pas voter pour l'abrogation de la réforme. Vous dites cette phrase, on n'a pas peur de la démocratie et du vote, et en même temps, vous faites tout pour empêcher ce vote dans l'hémicycle la semaine prochaine. Enfin, moi, ce que j'ai fait hier, c'est d'être en commission des affaires sociales pendant, encore une fois, de longues heures, malgré de l'obstruction manifeste, parce qu'on a eu des dépôts de centaines, voire plusieurs milliers de sous-amendements pour faire quoi ? Pour empêcher qu'on ait un vote hier en commission des affaires sociales. C'est ça qui a été organisé, qui a été fomenté hier de manière très claire par la France insoumise. Et nous, on a voté. Et on a voté, en effet, selon nos convictions. Vous ne pouvez quand même pas, encore une fois, me demander à moi de dire, écoutez, vous auriez dû venir, vous n'auriez pas dû participer au vote pour attendre ce qui potentiellement pouvait se passer en hémicycle. Non, moi j'ai voté selon mes convictions, j'ai voté pour protéger notre modèle social, et donc j'ai voté contre, évidemment, l'abrogation de la réforme. Si je vais au bout de votre logique, puisque vous dites que vous n'avez rien à craindre d'un vote, ça veut dire que Yaël Braun-Pivet ne va pas censurer l'article 1 qui va revenir. Alors tout ça est très technique, c'est compliqué, mais en même temps c'est l'occasion aussi de se plonger dans notre Constitution. Et c'est assez passionnant de voir tous les outils que vous avez à votre portée. Vous en avez d'ailleurs trouvé certains dont on avait un petit peu oublié, les uns comme les autres. Mais ce que l'on comprend, c'est que cet article, pour abroger, pour revenir à une retraite à 64 ans, qui a donc été supprimé en commission hier, il peut revenir sous la forme d'un amendement rétabli le jour J, c'est-à-dire la semaine prochaine dans l'hémicycle. Mais encore faudrait-il que Yaël Braun-Pivet ne le censure pas à nouveau dans l'hémicycle. Si je vous comprends bien, Yaël Braun-Pivet ne censurera pas cet article. Elle n'a pas vocation à empêcher ce vote. Non, mais la question, elle ne se pose pas comme ça à la présidente de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas là pour garantir un vote ou pour empêcher un vote. Elle est là pour faire respecter des institutions et faire respecter la Constitution. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait à toutes les étapes de la réforme des retraites. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit. Qui a validé en effet toute la procédure. Il y a eu une procédure qui a été respectée. Il y a eu une constitution qui a été respectée. Donc la présidente de l'Assemblée nationale, elle n'a pas à se prononcer en disant « je veux favoriser un vote » ou « je veux l'empêcher ». Elle a juste à examiner les amendements qui seront déposés en disant « est-ce qu'ils ont le droit d'être examinés ou pas ? Est-ce que juridiquement,
constitutionnellement, moi, président de l'Assemblée nationale, je peux autoriser des choses qui sont contraires à notre Constitution. Pour vous, l'article 1, Donc, c'est-à-dire le fait de repasser c'est elle qui se prononcera le sur fait le de sujet. repasser à la retraite à 64 ans serait anticonstitutionnel? Les députés, et c'est une règle dont on peut discuter d'ailleurs si on a demain une réforme constitutionnelle. Les députés, normalement, n'ont pas le droit d'avoir des propositions, que ce soit une proposition de loi, que ce soit un amendement, qui crée une charge supplémentaire pour l'État. C'est-à-dire concrètement, que ce soit des dizaines de milliers, des centaines de milliers ou des milliards, puisque là on parle évidemment en milliards quand on parle de la réforme des retraites, normalement nous n'avons pas cette prérogative. C'est une prérogative du gouvernement. Alors, et là c'est la différence entre les projets de loi et les propositions de loi. En gros, un projet de loi, c'est-à-dire une loi qui vient du gouvernement, elle a le droit de rajouter de l'argent. Une proposition de loi, c'est-à-dire une loi qui vient des députés, du Parlement, ne peut pas le faire. N'a pas le droit. Mais on peut contester ça. On peut dire on souhaite une réforme constitutionnelle et on considère qu'il faudrait abroger cela, qu'il faudrait que les parlementaires aient encore plus de liberté et plus d'initiatives parlementaires. Je ne suis pas favorable pour une raison. Non mais j'adore. Mais oui, mais enfin moi je vous dis mon point de vue. Oui, mais bon, vous dites ma conviction. Puis en fait, oh bah non. Non mais attendez, moi il y a des gens qui sont très cohérents, qui disent cette règle elle devrait plus exister. Il y a ceux qui sont aussi cohérents et qui disent pourquoi cette règle existe. Elle existe pour une raison simple, c'est que vous pouvez pas m'interroger régulièrement sur la question des finances publiques, sur la question de nos impôts, sur la question de notre dette et dire bah écoutez c'est pas grave, les députés peuvent déposer proposition de loi après proposition de loi, amendement après amendement, qui coûteront à chaque fois des milliards et des milliards d'euros, sans jamais dire comment ça pourrait être financé. Donc, moi, ce que je dis, à cela, le groupe Lyot dit on sait comment ce serait financé. Ils appuient en l'occurrence leur proposition sur une augmentation de la taxe sur le tabac. Donc ils disent la balance budgétaire est équilibrée. Vous connaissez quand même suffisamment bien ces sujets pour bien voir à quel point c'est grotesque et c'est un jeu de dupes, vous le savez bien. C'est-à-dire on est en train sérieusement de dire aux Français que pour financer le retour à la retraite pour tous à 62 ans, avec tous les éléments supplémentaires qu'on a ajoutés dans la réforme, notamment sur la retraite minimale, sur les femmes, sur les carrières hachées, on dit qu'on va financer ça sur le fait de fumer plus. Ils proposent aussi une conférence de financement. Non mais très bien, une conférence de financement, mais du coup on ne dit pas comment on finance. Donc on va arrêter les jeux de dupes. À un moment, il y a ceux qui sont pour la réforme des retraites, j'en fais partie, parce que je considère que c'était le seul levier qu'on avait pour protéger notre modèle social et nos retraites. Il y a ceux qui sont contre la réforme des retraites. Et au milieu, il y a la Constitution, il y a nos institutions, il y a notre état de droit. C'est ce qu'on a fait hier. On n'a rien truqué, on n'a pas manœuvré, on a siégé à l'Assemblée nationale, nous dans le calme, et on a voté. Et ce vote hier en commission des affaires sociales a dit que dans cette commission, qui représente tous les groupes politiques, qui représentent toutes les sensibilités politiques à proportion de leur nombre à l'Assemblée nationale, ne souhaitaient pas abroger la réforme des retraites. Et je siégerai avec mon groupe le 8 juin prochain en hémicycle, et s'il doit y avoir un vote, eh bien nous voterons. S'il doit y avoir un vote, vous voterez. Vous ne vous opposerez pas à la possibilité de ce vote. Déjà, moi je n'ai pas les moyens d'empêcher quoi que ce soit. J'ai par contre la responsabilité qui est la mienne, qui est de dire la vérité. Et dire la vérité, c'est que non, on ne finance pas nos retraites en disant aux Français qu'on va juste fumer plus et que c'est comme ça qu'on paye 15 milliards d'euros supplémentaires par an. Au-delà de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, au fond de vous, Aurore Bergé, est-ce que vous vous dites pas quand même, sur un sujet qui a tant divisé la France, arriver au bout de cette procédure sans qu'il n'y ait eu le moindre vote, c'est un problème? Un sujet qui a tant divisé la France et ceux qui surtout veulent continuer à ce que ça divise la France parce qu'ils y voient un intérêt politique. Mais à la fin, qui y gagne ? À la fin, depuis ces longues semaines, qui y a gagné ? Est-ce que l'Assemblée nationale y a gagné en termes d'image ? De manière évidente, non. L'image de l'Assemblée nationale a été dégradée par la manière avec laquelle les débats se sont déroulés. Si je regarde les images d'hier, qui sont effectivement des images où on peut les voir d'ailleurs sur BFM TV, il y avait vraiment une cacophonie telle. Certains ont dit qu'ils avaient failli en venir aux mains. Parmi les députés, d'un côté comme de l'autre. Vous renvoyez quand même chacun la balle. Non. Il n'y a pas d'un côté comme de l'autre, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, parce que les députés de la majorité ne sont pas ceux qui ont vociféré, qui ont hurlé, qui ont intimidé, qui ont insulté. Ça n'est pas vrai. Et ça vient systématiquement d'un seul groupe qui s'appelle la France Insoumise et qui est un marchepied extraordinaire pour l'extrême droite. Parce qu'à la fin de ce fameux combat sur la réforme des retraites, qu'est-ce qui se passe ? La seule qui en sort renforcée et gagnante, elle s'appelle Marine Le Pen et elle s'appelle l'extrême droite française. Et ça, c'est un problème pour nous, c'est un problème collectif. Donc nous, on tient sur le fait qu'on dit la vérité sur une réforme qui, encore une fois,
demande des efforts aux Français, qui n'était pas donc la plus facile à faire accepter et qui n'était pas la plus facile à faire promulguer pour le président de la République et à assumer pour notre majorité, mais nous l'avons fait. Parce que combattre l'extrême droite, c'est combattre leur démagogie, c'est combattre leur absence de proposition, c'est combattre tout simplement le risque qu'ils feraient prendre à notre pays si demain ils arrivaient au pouvoir. Ça n'est pas hurler, vociférer et intimider, parce qu'à la fin, le comportement de l'extrême gauche favorise, je le dis bien, favorise la montée de l'extrême droite dans notre pays. Aurore Bergé, est-ce que le Rassemblement national est l'héritier de Pétain? Il y a une donnée historique. Il y a une donnée historique sur ce qu'est l'extrême droite, sur comment l'extrême droite française a été fondée dans notre pays. Et il y a la manière avec laquelle il faut la combattre aujourd'hui. Et les deux ne sont pas incompatibles. Rappeler historiquement ce qu'elle est. Et j'aimerais que ce seul argument suffise. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce seul argument ne suffit pas à faire en sorte qu'il y ait encore une forme de cordon sanitaire comme ça pouvait exister pendant des années. Moi, j'ai fondé mon engagement politique, comme beaucoup de gens de ma génération, sur le 21 avril 2002. 21 avril 2002, c'est pour la première fois l'extrême droite qui est au second tour de l'élection présidentielle. C'est Jean-Marie Le Pen. Ça soulève le pays. C'est 82% que réalise Jacques Chirac au second tour de la présidentielle. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Berger, et donc, il faut combattre l'extrême droite aujourd'hui en montrant l'efficacité de notre politique. Vous dites, ça fait partie quand même des arguments. Fallait-il recadrer sa première ministre en plein Conseil des ministres et le faire savoir à toutes les rédactions de France parce qu'elle avait dit que le RN était l'héritier de Pétain? Moi, j'ai pas à me prononcer sur. Si, non, j'ai pas à me vous prononcer êtes à la tête sur des députés du Rassemblement, justement des macronistes. À ceux qui essayent de. C'est pas des ondits, c'est pas des ondits. De créer de la tension entre le Premier ministre et le président de la République. Il s'est exprimé hier, le président de la République. Pause. Là, c'est très important qu'on explique et que tous ceux qui nous écoutent sachent comment ça se passe. Moi, j'y étais pas au Conseil des ministres et vous non plus. Donc pourquoi je le sais? Pourquoi je le sais? Parce que l'équipe du président de la République a appelé toutes les rédactions de France pour dire que le président de la République avait recadré sèchement la première ministre. Donc oui, ça se sait, mais ça se sait parce qu'ils ont voulu que ça se sache. Moi, vous me posez la question concrètement sur l'extrême droite. Moi, je veux vous répondre sur l'extrême droite. Non, moi, je ne vous pose pas la question sur l'extrême droite, je vous pose la question sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il fallait qu'Emmanuel Macron recadre Elisabeth Borne parce qu'elle avait dit que le RN était l'héritier de Pétain? Moi, je n'ai pas à répondre. Vous refusez? Mais j'ai pas à répondre à ce genre de sujet parce que j'ai pas à répondre. Qu'ils le mettent sur la table publique. J'ai pas à faire du commentaire sur le commentaire. Ça m'intéresse pas. Dites-leur à l'Élysée. Mais écoutez, vous leur direz. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Moi, ce que je sais, je pense que vous avez plus de courroies de transmission avec l'Élysée que. Mais comment ce que je sais, c'est que le président de la République s'est exprimé hier dans une conférence de presse de manière donc publique et pas de manière calfeutrée entre les murs du Conseil des ministres. Donc il a redire sa confiance. Il avait besoin de redire. Il choisit ce qu'il dit et quand il le dit. Et je crois qu'il est suffisamment libre de sa parole et qu'il est président de la République. Ce que je sais, c'est le combat qu'on a à mener face à l'extrême droite. Et on est souvent bien seul à mener ce combat face à l'extrême droite. Je vois peu de gens venir sur vos plateaux de télévision pour dénoncer ce qu'est l'extrême droite française. Je vois peu de gens dans l'hémicycle combattre l'extrême droite française. Je vois peu de gens sur le terrain, à part nous, combattre l'extrême droite française. Pour le coup, alors vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec leur stratégie, mais du côté des LFI, ils disent en tout cas, eux, être dans le combat contre l'extrême droite. Il y a une partie de la droite également. Mais Aurore Bergé, encore une fois, je ne sais pas justement si ce combat est si important. Je suis surprise, et vous semblez surprise aussi, il faut être quand même honnête. En tout cas, au minimum mal à l'aise par le fait que ça puisse enfoncer un biais entre le président et la première ministre sur un sujet qui vous paraît aussi crucial. Le président de la République est celui qui, par 2 fois, a empêché l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans notre pays. C'est celui qui, par 2 fois, a été qualifié par les Français au second tour d'une présidentielle et qui a gagné l'élection présidentielle. C'est celui qui a permis que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir dans notre pays. Notre responsabilité, c'est de démontrer par la politique que nous menons que cette politique est plus efficace, que l'extrême droite ne le sera jamais si elle devait arriver au pouvoir. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. Mais recadrer sa première ministre devant les ministres. Arrêtez d'essayer de me faire dire quelque chose que je ne dirais pas. Vous pouvez me le reposer 10 fois cette question. Non, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas vous exprimer là-dessus. Mais c'est pas mon rôle. Parce que c'est pas mon rôle de m'exprimer sur du commentaire. Je suis pas commentateur politique. Je suis députée, je suis présidente d'un groupe à l'Assemblée nationale. Moi, je suis là pour expliquer ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. Je suis là pour expliquer les lois que nous votons. Je suis là pour expliquer pourquoi nous les votons. Et je suis là pour expliquer le combat que nous menons face à l'extrême droite. Bon, vous choisissez les faits politiques que vous acceptez de commenter ou non. C'est ma liberté aussi de répondre ou pas. Mais en tout cas, on peut voir que c'est un sujet qui, au minimum, vous met mal à l'aise. Sinon, vous réagiriez. Mais j'ai réagi sur ce qui me paraît être essentiel, le combat qu'on a mené face à l'extrême droite. Et en tout cas, vous n'avez pas dit que le RN n'était pas l'héritier de Pétain. Ça, j'ai bien compris. Là-dessus, on est bien d'accord. Il y a évidemment un fait historique. Il y a 2
combats que vous avez décidé de mener avec le gouvernement. L'un, c'est contre la fraude sociale et l'autre, c'est ce matin sur les places en crèche et la petite enfance et l'accompagnement des parents pour qu'ils puissent travailler. Sur la fraude sociale, il y a des pistes qui ont été lancées, mais pour l'instant, assez peu de concrétisation sur cette histoire de carte vitale et de carte d'identité. Est-ce que vous en savez plus? Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin si ce qui a été annoncé comme l'une des solutions va devenir une solution effective, si les Français vont avoir cette carte vitale, carte d'identité dans la poche? C'est l'un des leviers de lutte contre la fraude sociale. La fraude sociale, c'est environ 8 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas une paille pour le budget de l'État. Et frauder socialement, ça veut dire des recettes en moins pour l'État. Et donc, ça veut dire des engagements que l'État ne peut pas prendre sur des sujets importants que vous évoquez, typiquement la question du nombre de places en crèche, l'accompagnement des femmes. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Il y a beaucoup de sujets qui avaient été évoqués autour de la carte vitale. On avait posé la question s'il faut une carte vitale biométrique. On voit qu'en fait, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre et que ça coûterait surtout beaucoup trop cher, environ 250 millions d'euros par an. Donc on voit bien qu'il y a des solutions qui paraîtraient intéressantes, mais qui en vérité ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Le rapprocher avec la carte d'identité, et je sais bien les délais sur l'obtention de la carte d'identité et la nécessité surtout de raccourcir ces délais, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de fraude, qu'on ne puisse pas prêter sa carte vitale à quelqu'un, alors qu'en vérité, ça n'est pas la même personne qui bénéficie de la carte vitale. Une question encore sur l'efficacité. Les annonces qui vont être faites tout à l'heure, probablement 200 000 places en crèche de plus d'ici 2030. 200 000 places en crèche de plus, mais combien de postes en plus? De toute façon, c'est corrélé. Vous savez très bien qu'en fonction du nombre de berceaux, donc en fonction du nombre d'enfants que vous accueillez en crèche, il y a un nombre de personnel en crèche qui est évidemment requis. Il y a aussi l'idée de mieux accompagner les parents qui choisissent des modes de garde qui sont différents, pas forcément en crèche, mais des assistants maternels, parce que on est dans un pays où vous êtes extrêmement accompagné par rapport à vos modalités de garde d'enfants. La CAF aident directement les crèches, elles aident directement aussi les familles. On a relevé, c'était une proposition de mon groupe, c'est mis en œuvre le crédit d'impôt aussi pour la garde d'enfants. C'était 2 300 € maximum par an. Maintenant, c'est 3 500 € par an que les parents peuvent donc déduire de leurs impôts pour faire garder leurs enfants. Donc il y a l'accompagnement des parents. Il y a le soutien aux professionnels de la petite enfance. Ils sont beaucoup attaqués en ce moment. Et à force d'attaquer les professionnels de la petite enfance, de les montrer du doigt, je crois qu'on crée aussi un climat qui est extrêmement négatif, alors que ce sont des gens qui sont engagés, qui sont courageux, dans des métiers qui sont aussi difficiles et pénibles et qui méritent beaucoup de reconnaissance. Donc des places et du personnel qui va avec. Je voudrais vous interroger aussi, Aurore Berger, sur l'affaire Mohamed Awas. C'est donc cet international de rugby qui a été condamné à 1 an de prison ferme, aménageable. Aménageable, ça veut dire qu'il n'est pas en prison au moment où on se parle, pour avoir frappé sa femme Imad Awas. Le tort de sa victime, d'après Mohamed Awas et son avocat, ce serait d'avoir osé fumer une cigarette et d'avoir surtout voulu travailler et avoir une vie sociale. La victime elle-même n'a pas osé porter plainte. Elle a dit avoir refusé de porter plainte. Elle a même refusé d'être examinée par un médecin. Et alors que le jugement est tombé et qu'elle a compris que son mari allait rentrer à la maison, elle a été à la sortie de la prison et elle s'est dit soulagée de le voir rentrer à la maison. Comment vous réagissez? Déjà, alors il y a une séparation des pouvoirs et la justice est indépendante, le parquet est indépendant. Mais en tant que femme et en tant que citoyenne, je ne peux pas ne pas être interpellée par la décision de justice qui a été prise. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a eu un fait de violence conjugale. Il n'y a aucun doute. Les images qu'il démontre, et il l'a même reconnu qu'il a tabassé sa femme, qu'il l'a frappée. Et elle-même d'ailleurs ne nie pas qu'elle a été violentée. Et à la fin, cet homme qui a donc tabassé sa femme est remis en liberté. Donc il rentre chez lui, auprès de sa femme et auprès de ses enfants. Donc je considère que la justice ne protège pas cette femme. Qu'est-ce qui garantit que demain, elle ne sera pas à nouveau victime de violences conjugales? Qu'est-ce qui garantit qu'un homme qui a déjà frappé n'avait pas déjà frappé par le passé ou ne refrappera pas demain? Et ce qui pourrait se passer pour elle? Donc la question, c'est comment on fait pour mieux protéger les victimes, même parfois malgré elles, parce qu'elles ne souhaitent pas porter plainte, parce qu'elles ne souhaitent pas être accompagnées, parce qu'elles ont peut-être aussi peur qu'à la fin, de toute façon, il y ait une forme de défaillance qui fera qu'elles ne préfèrent pas. La procureure a dit, cette femme, dans son témoignage, lorsqu'elle a fini par être retrouvée par la police, elle avait donc été vue tabassée, comme vous le dites, traînée de force et enfermée dans la voiture de Mohamed Awas. Il a fini par être arrêté quelques minutes plus tard. Et dans la déposition, elle a même dit devant les policiers, et je n'ai pas osé crier, je me suis retenue de crier parce que j'avais peur qu'il tape plus fort. Et pourtant, cette femme décide de ne pas porter plainte et dit qu'elle est soulagée de le voir rentrer à la maison. Qu'est-ce que ça dit, ça, aussi, aujourd'hui, dans notre monde, du phénomène d'emprise? Ce qu'il ne faut pas,
c'est qu'à la fin, ça se retourne contre elle. La victime, c'est elle. C'est pas ses propos à elle qu'il faut mettre en accusation. C'est pas le fait qu'elle n'ait pas voulu porter plainte qu'il faut mettre en accusation. C'est lui le bourreau. C'est elle la victime. Il faut replacer les choses au bon endroit. Et la question, c'est comment la société, comment l'État, qui lui doit protection parce que nous savons qu'elle est victime, eh bien garantit qu'elle soit bel et bien protégée, garantit aussi que ses enfants soient bel et bien protégés, parce que quand vous tabassez votre femme, on peut difficilement considérer que vous êtes un bon père de famille. Donc c'est tout ça qu'on doit mettre en place, et ce qu'on souhaite mettre en place aussi auprès des tribunaux. On a travaillé sur le sujet, c'est Émilie Chandler dans notre groupe qui a travaillé sur le sujet, pour faire en sorte que dans chaque tribunal, il y ait des pôles spécialisés sur lesquels pour mieux accompagner aussi justement celles et ceux qui doivent juger pour qu'ils soient mieux formés. Vous-même, Aurore Bergé, vous vouliez aller plus loin sur les peines d'inéligibilité, notamment pour les élus condamnés pour violence conjugale. C'était en mars dernier. Vous aviez pleuré dans l'hémicycle. Vous aviez dit « Je sais de quoi je parle ». Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Non, je ne vais pas en dire plus. C'était une séance d'une violence inouïe que j'ai vécue ce jour-là. Et j'ai vécu ce que vivent trop souvent des femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles parlent, c'est elles qui sont mises en accusation. Et c'est ça qui ne devrait plus se passer dans notre société. On devrait pouvoir se dire qu'après tout ce qu'on a enfin révélé sur la question des violences familiales, des violences conjugales, des violences sexuelles, ce ne sont pas les femmes qui doivent être mises en accusation. Ce sont les femmes qui doivent être écoutées, qui doivent être respectées, qui doivent être protégées. Et notre société qui doit être à la hauteur de la parole des femmes. Et là, la société, par cette décision de justice, n'est pas à la hauteur de la protection qu'elle doit à cette femme. Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance, le groupe macroniste à l'Assemblée. Merci d'avoir répondu à mes questions. 8h54 sur RMC BFM.